Hello les gens, cette semaine je reviens avec une vidéo qui est bien différente de ce que j'ai l'habitude de vous faire parce que je viens vous parler de mon rapport au corps et avec tout ça j'ai quasiment l'impression de me foutre à poil sur internet. Je vais vous parler d'une partie de mon histoire avec mon corps, de mon opération de chirurgie esthétique, donc de ma liposuction, des complications et aussi sur ma vision de la chirurgie esthétique au sens général. Je vous le dis direct, cette vidéo est assez sensible, elle va parler de poids, de TCA et aussi d'un peu de domaine médical, donc il y aura quelques explications là-dessus. Donc si vous n'êtes pas en état d'entendre parler de ces sujets, eh bien je vous invite à quitter cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, c'est mon témoignage que je vous livre aujourd'hui, je n'en étais pas obligée et j'aimerais voir du respect dans les commentaires. Alors je me souviens qu'enfant, j'avais zéro complexe, voilà, je pouvais être en maillot, je pouvais courir, je pouvais danser, mon corps c'était vraiment le cadet de mes soucis. Puis à l'arrivée de la puberté, de l'adolescence, là ça a commencé à se gâter. J'ai commencé à comparer mon corps avec celui des copines, on se le comparait entre nous, hein. On se parlait même de nos complexes à 11 ans. Oui, 11 ans s'il vous plaît, comme si t'avais pas autre chose à faire à 11 ans. Avec ma meilleure amie de l'époque, on se dessinait des programmes sportifs absolument tout pétés, avec des crunchs à faire pour les abdos le soir en rentrant du collège. Tout ça pour avoir le ventre de Laurie ou Alizée. Hein, génération 90, bonjour. On se pesait et on se disait si on avait perdu du poids en mode c'est une bonne nouvelle. Alors, je précise que moi-même et ma meilleure amie étions dans les courbes de poids, de croissance standard. Je ne sais pas comment ça a commencé cette histoire, mais je trouve ça quand même inquiétant. Bon, en vrai, j'ai quand même très vite remarqué que le poids était une préoccupation pour beaucoup de femmes, que ce soit des femmes de mon entourage. Dans les médias, on parlait beaucoup de régime à cette époque. Maintenant, on a un petit peu cassé cette idée reçue sur les régimes et on parle plus de rééquilibrage alimentaire, un peu plus accompagné. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était régime par-ci, par-là. J'adorais aussi les magazines féminins, les choses comme ça. Donc forcément qu'on se construit avec ça et qu'on est un petit peu conditionné par cette histoire de normes de poids. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu un poids qui était un petit peu en dessous de la courbe de croissance. J'avais un IMC faible, hein, si on parle d'IMC, et ma mère, voilà, elle s'est inquiétée, elle a été voir le médecin, on a été voir le médecin ensemble, et en fait, elle pensait que j'étais anorexique. Ce qui n'était pas le cas, parce que je ne me suis jamais affamée. Après, c'est vrai que de mes 12 à 14 ans, j'ai perdu du poids, ce qui n'est pas forcément, je sais pas, normal à cet âge-là, et pourquoi j'ai perdu du poids? Eh bien certainement qu'il y avait une part de contrôle là-dedans. Et au lycée, on commençait à me dire aussi que j'étais anorexique, ce qui n'est pas très intelligent parce que si ça avait été vrai, si ça avait été le cas, si je l'étais en train de m'affamer, recevoir ce type de remarques quand tu vas à l'école et tout, je ne trouve pas ça très sympa. Voilà. Mais donc j'ai commencé à reprendre du poids tout à fait naturellement après ma croissance, voilà, tout à fait progressivement. Mais arrivé en études supérieures, là j'ai commencé à prendre un peu plus de poids et surtout très rapidement. J'ai connu des compulsions alimentaires liées au stress, liées à la pression, liées à des problèmes familiaux que j'avais du mal à gérer, liées à mon intégration dans ma promo. Donc en fait, la nourriture, c'était un petit peu mon refuge le soir en rentrant. Et quand on fait un peu le yo-yo, comme ça, qu'on n'est pas très stable au niveau du poids, eh bien ça peut créer des zones de stockage. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu ce qu'on appelle une culotte de cheval, donc j'étais là en mode ça m'arrange pas trop cette histoire, c'était pas dans mes plans. Donc là, on va dire que quand, comme tout le monde avant, j'avais des petits complexes, des petits trucs comme ça, tu dis ouais, oh c'est dommage que ça soit là, bah là c'est devenu un plus gros complexe. Et pendant 4-5 ans, je me suis demandé si j'allais pas avoir recours à la liposuction. Entre-temps, j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, à faire la paix avec la nourriture, à comprendre mes signaux de faim, mes envies de manger, ma satiété, tout ça, des choses que j'avais un petit peu oubliées. J'ai commencé à voir en la nourriture, pas le fait que ça soit lié à tous mes maux et tout, je l'ai plutôt vu comme une porte ouverte à la créativité, à la création, un peu ce que je vous partage aujourd'hui. Voilà, vous voyez bien, je suis pas du genre à vous parler d'alimentation qui fait perdre du poids, de trucs qui sont sains. J'essaye de transmettre une vision d'alimentation qui est tournée autour du plaisir, c'est important. J'ai aussi rééquilibré mon alimentation végétale parce que je n'y connaissais pas grand chose et les modèles qu'on avait avant sur YouTube c'était des crudivores, frugivores, voilà, des choses qui sont restrictives, qui ne correspondent pas à la majorité des gens parce que souvent ils arrêtent de devenir frugivores. J'insiste, mais quand même il faut le dire, bon,
J'ai pas l'impression que ça marche beaucoup ces histoires. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet sur l'alimentation végétale équilibrée que je vous remets dans le petit si ça vous intéresse. Je suis aussi sortie de cette période de stress, j'ai commencé à faire du sport, à être suivie par des coachs sportives, tout ça pour éviter la chirurgie esthétique parce que c'est de base, c'est pas un monde qui m'attire. Et avec tout ça, en 2 ans je m'étais beaucoup musclée, mais ma culotte de cheval était toujours là. La coquine. Ah oui, parce que qu'on se le dise clairement, on perd du poids de façon homogène sur notre corps, on ne peut pas cibler une perte de gras, ça n'existe pas. Donc tous les programmes en mode perdez votre culotte de cheval, vos poignées d'amour en 15 minutes, c'est du bullshit en barre. Et j'avais bien conscience que je n'étais pas grosse, que je n'étais pas en surpoids, et je précise que gros et grosse ne sont pas des gros mots, hein. Si tant est qu'on n'y accole pas des insultes derrière. Je sais que je suis dans les standards, que je ne suis pas discriminée par rapport à mon poids, que je n'ai pas de problème de santé lié à mon poids, mais tout ça c'est dans la tête, hein. Voilà, c'est ça, c'est comme ça ne se contrôle pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur moi, et je parle bien de sur moi, je ne suis pas à l'aise avec les formes dites féminines, c'est-à-dire que voilà, si je pouvais ne pas avoir de seins, de hanches et tout, ça m'arrangerait. J'aime bien avoir un look androgyne et un corps un petit peu androgyne, donc ça explique aussi des choses. Et donc après de longues réflexions, eh bien j'ai quand même pris rendez-vous avec une chirurgienne esthétique, les rendez-vous s'en sont suivis et j'ai été opérée 2 mois l'année dernière avant la collection de vêtements. Comment vous dire ? C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je n'ai quasiment rien trouvé sur YouTube, rien trouvé au sujet de la liposuction, et pourtant c'est l'opération qui est apparemment la plus pratiquée et qui est loin d'être anodine. Déjà la liposuction, il y a pas mal d'idées reçues à son sujet quand on ne connaît pas, mais j'insiste, ce n'est pas une opération pour faire perdre du poids. La chirurgienne ou le chirurgien vient aspirer la graisse sous-cutanée qui s'est logée à des endroits bien précis, donc c'est ce qu'on appelle les amas graisseux. Et normalement, il faut pratiquer cette opération quand on a un poids stable et qu'on n'est pas en surpoids, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'opération se passe, la chirurgienne aspire, 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 aspire. Ça devait durer normalement 1h30 et je ne sais pas pourquoi, mais ça a duré bien plus longtemps. Encore aujourd'hui, à ce jour, pourtant j'ai demandé, je ne sais pas trop pourquoi ça a duré plus longtemps que prévu. Donc je me réveille entre 4 et 5 heures après le début de l'opération, donc l'opération qui avait eu lieu en milieu de matinée. Et là, on me dit que je suis très pâle, que je suis presque livide. C'était en pleine canicule, il faisait hyper chaud. J'avais hyper soif parce que forcément j'avais pas bu depuis la veille ou 1 heure avant l'opération. Et là, on me dit que je dois attendre pour boire parce que en fait, il faut que j'attende de me faire transfuser. Et parce que j'avais perdu beaucoup de sang en fait. Et là, moi, je m'endors toutes les 4 secondes, voilà, je suis encore shootée d'anesthésie, des antidouleurs, donc je comprends pas trop ce qui se passe. En parallèle, il y a ma compagne Lisa qui, malgré qu'elle ait appelé au téléphone pour demander des nouvelles, elle n'a eu aucune nouvelle en fait, jusqu'à tard le soir. Donc elle commençait à s'inquiéter un peu, quoi. J'attends plusieurs heures dans la salle de réveil, je suis la dernière patiente, et là, à 19 h, il y a le livreur, pas le livreur de pizza, non, le livreur de transfusion qui arrive. Et il y a encore 1 heure de transfusion à faire parce que je devais faire 2 poches. Donc je sors à 20 h, je rentre dans ma chambre. Là, c'est un petit soulagement car je peux enfin boire. Donc vu que c'était en canicule, j'avais pas le droit de boire. Mais il y a quand même les infirmières qui me donnaient des brumisateurs pour que je puisse un petit peu quand même rendre ma bouche moins pâteuse. Alors, à la fin, j'abusais, hein. Limite le brumisateur, j'étais comme ça. J'essayais de me donner des litres d'eau, et oui, normalement je devais repartir le soir. Mais bon, vu mon état, inutile de préciser que je suis restée en chambre, que j'ai dormi sur place pour être surveillée. J'aurais pu même y passer 2 nuits, mais il faisait tellement chaud dans les chambres, il n'y avait pas de clim, que j'ai préféré rentrer, parce que je savais qu'à la maison il faisait plus frais. En fait, malgré la transfusion, ma tension ne remontait pas, j'étais à 8, j'étais encore hyper pâle, donc quand même avant de partir, ils m'ont refait une autre transfusion. La première fois que je me suis levée, catastrophe. J'ai fait 2 pas, mais littéralement 2 pas avec les 2 infirmières. Et mes 2 pas m'ont donné des vertiges, des nausées, donc j'ai dû me rasseoir. Hein. On imagine bien comment je faisais pipi dans une cuvette, on adore, voilà. Mais il faut le dire quand même, hein, quand on passe par ces étapes, il faut savoir quand même qu'on est dans un milieu médical, qu'on va passer par des petits moments pas très agréables. Et plus ça allait, plus j'avais mal si j'essayais de bouger. Avant de partir, bah forcément, il fallait me sortir du lit, les infirmières, elles ont essayé. Et rien que le fait de me surélever, j'ai hurlé de douleur, j'ai eu super mal.
Enfin bref, je pars, voilà, je suis accompagnée à l'aide d'un fauteuil, le trajet en voiture est un petit peu compliqué, mais à la maison, bah, ça allait parce que Lisa, elle avait fait toute une installation pour que ça soit agréable pour moi. Elle avait mis le matelas par-dessus le canapé, pas celui-là, mais celui de la maison, le matelas par-dessus le canapé pour que je sois surélevée, pour que ça soit pas trop compliqué pour moi parce que je pouvais pas trop, en fait, m'allonger. Donc il fallait mettre plein de coussins, voilà, c'était tout un truc, me faire surélever les jambes pour pas que je fasse de phlébite, de trucs comme ça. Et dès que je m'allongeais, bah, ça prenait mais plusieurs minutes à essayer de m'allonger pour pas avoir mal. Et quand je voulais aller au WC, voilà, ça c'était chiant, hein, franchement. J'avançais mais tout doucement, Lisa me tenait et j'avançais et un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Les jambes étaient hyper lourdes en fait, douloureuses. C'était vraiment une sensation que j'avais jamais connue quoi. Hein. Au WC, là je devais être debout parce que j'arrivais pas à m'asseoir. Bon, je vous rassure quand même, j'avais des antidouleurs, hein, heureusement. Donc une fois à la maison, la chirurgienne m'avait demandé de faire appel à une infirmière libérale afin de vérifier ma tension. Donc elle envoie toutes les analyses, les trucs et tout au laboratoire et je reçois un mail et en fait mon fer est très 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 bas. J'avais des cachets pour ça depuis que j'avais été opérée. L'infirmière revient quelques jours plus tard et là le fer a encore chuté. Donc normalement c'est pas bon signe quoi, c'est pas normal. Donc direction les urgences, on a vraiment envie de reprendre la voiture à ce moment-là et d'attendre. Bon, j'ai pas attendu trop longtemps par chance, donc direction les urgences pour faire en fait une échographie afin de vérifier si je ne faisais pas d'hémorragie. Alors là, le mec qui faisait l'échographie, il en avait rien à péter, il était pas délicat du tout, pas dans l'accompagnement quoi. Il a cru que mes hématomes étaient juste pour faire joli. Non, ça fait super mal. Et là j'ai envie de dire, dans les milieux médicaux, mettez votre pudeur de côté, vous êtes à moitié à poil, on adore ces moments. Alors, moi qui suis pudique, c'est vrai que je devais prendre sur moi. Et donc en fait finalement il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'hémorragie, donc j'ai pu rentrer chez moi. Mais attendez, ce n'est pas fini. Je ne vous ai pas parlé du panty, oui, parce que pour la liposuction, il faut mettre un panty, que ce soit pour maintenir les tissus de la peau collés, voilà, après la liposuction, pour éviter que ça fasse des vagues, mais aussi pour compresser, parce qu'il peut y avoir des gonflements, toutes les parties qui ne sont pas en contact avec le panty, donc par exemple les pieds, les mollets, ils gonflent énormément à ce moment-là, enfin ça dépend des personnes, mais en tout cas chez moi ça gonflait pas mal. Sauf que bien sûr c'est très sympa de porter le panty, mais il faut l'enlever, ne serait-ce que pour se laver, hein, pour aussi nettoyer les cicatrices, donc enlever les pansements, nettoyer les cicatrices et remettre des pansements. Et faire aussi des petits massages avec de l'huile végétale et des huiles essentielles pour essayer de réduire la durée des hématomes. Bon, sauf que je te le dis tout de suite, t'as pas du tout envie qu'on te touche à ce moment-là, rien que t'effleurer, c'est désagréable, malgré les antidouleurs, tu sens quand même quelque chose. Et si vous vous demandez s'il fallait que je l'enlève à chaque fois que j'allais au WC, je vous rassure, non, il y avait une petite fente prévue à cet effet. C'est que les chirurgiens prévoient tout, ma foi. Donc là, je crois que c'était quand même avant le truc des urgences, mais je me demande s'il n'y a pas un problème avec mon panty, parce que j'étais obligée de l'ouvrir un petit peu en haut pour pouvoir respirer. Il y a un moment, tellement ça gonflait, tout mon ventre gonflait. Donc j'envoie un mail à la chirurgienne, je lui demande s'il n'y a pas un souci. Elle me dit qu'effectivement, elle s'est trompée, elle a coché le mauvais panty pour l'orthopédiste. Tant pis. Par malchance, ma chirurgienne était partie en vacances juste après l'opération. Donc pour le suivi, c'était compliqué, mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et en fait, le panty, il montait pas assez haut, il me cisaillait au niveau de la taille. Et, en fait, parce qu'il faut savoir que moi, en plus de la culotte de cheval, je me suis dit, quitte à passer sur la table d'opération, autant faire les poignées d'amour, autant y aller à fond. J'avais marre de moi, je vous assure que j'avais marre de moi. En fait, c'était le mauvais modèle. Normalement, il devait descendre juste en dessous des seins. Donc Lisa va voir l'orthopédiste sans moi, elle prend la même taille que j'avais prise, sauf que voilà, avec le modèle qui remonte plus haut. Ça tombait le jour où l'infirmière devait venir changer les pansements, donc on allait en profiter pour changer de panty. Et là, Lisa et l'infirmière, elles se mettent à deux, elles essayent de fermer, elles sont en sueur. Et non, ça ne se ferme pas, le ventre avait beaucoup trop gonflé. Donc, rendez-vous encore une fois en voiture. On passe quand même par un service chirurgie afin de savoir si c'est normal, un peu discuter avec les personnes qui sont sur place. Après 1 heure d'attente, c'était long, j'étais assise et franchement je faisais peine à voir. Si je lui ai croisé l'un d'entre vous, il aurait dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais
Qu'est-ce qu'elle a? Et donc après 1 heure, finalement, il y a une infirmière qui nous dit bah il va falloir changer quoi, va falloir changer le modèle, de toute façon ça rentre pas, vous rentrez pas dedans. Donc allez voir l'orthopédiste. On y va, on attend, moi je suis en PLS parce que mes antidouleurs commençaient à ne plus faire effet. Donc dès qu'on commençait à me toucher, c'était sensible. Et il y avait une infirmière, une couturière sur place qui a mis des bandes pour que en fait ça puisse élargir la zone du ventre, que je puisse continuer à respirer, c'est mieux, pas crever. Bon là, je rentre chez moi, je me repose, je prends mes cachets d'antidouleur, le fer, tout ça, j'essaye de me soigner. Donc ça commence à aller mieux. Bon, après, j'ai quand même beaucoup de nausées, de vertiges quand je me lève, je manque de m'évanouir quand Lisa va me prendre ma première vraie douche et pas juste le gant de toilette à l'ancienne. La chirurgienne m'avait dit de prévoir 1 semaine de congé, mais de par mon expérience, c'est plutôt 4 semaines. Déjà la 2e semaine, j'étais encore allongée, franchement, j'étais absolument pas en état de travailler, et encore j'ai la chance de travailler de chez moi, mais si je devais aller dans un bureau et tout en tant que salarié, non, minimum 3 semaines, non 4 semaines quand même. Franchement, faut s'en remettre. Puis ça dépend du travail. Elle m'avait dit aussi que je pouvais reprendre le sport au bout de 3 semaines. Voilà, je sais pas ce qui lui a pris. C'est plutôt 3 mois. Mais sans déconner, c'est plutôt 3 mois. Il y a des hématomes profonds. Encore aujourd'hui, j'ai les zones dans le dos là, des poignées d'amour, après plusieurs mois, après 6 mois, qui sont encore sensibles au toucher, qui me font encore un petit peu mal. Mais donc en gros, il y aurait pu avoir pire, mais il y aurait pu avoir mieux aussi. Mais quand tu passes par toutes ces phases, tout ça pour un complexe, parce qu'il n'y avait pas de problème de santé à l'origine, on est d'accord, tu te sens quand même abruti. Non pas que je regrette aujourd'hui, mais quand même. Mesurez bien les risques si vous hésitez à franchir le pas de la chirurgie, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez, mais on peut en mourir quand même. Ce n'est pas la solution de facilité. Ça peut être lourd de conséquences. Autant ça peut très bien se passer, et en 1 semaine, bim bam boum, c'est où la fiesta, j'y vais. Autant comme moi, ça peut être un peu plus compliqué. Et encore, ça va, j'en suis sortie indemne. Je suis pas là pour faire paniquer du monde, mais quand même, de par mon expérience, de par les témoignages de femmes que j'ai autour de moi qui ont fait diverses opérations, je peux vous dire que, ne serait-ce que d'un point de vue du résultat, c'est que très rarement parfait, c'est rarement comme on l'imaginait. Oui, ça peut aider à apaiser un complexe, mais en même temps, ça peut aussi créer d'autres soucis de santé, ça peut aussi créer des complexes qui n'étaient pas là avant, parce que votre corps va réagir différemment, en fait, selon si c'est sur le visage, sur le corps. Par exemple, moi, maintenant, j'ai des cicatrices qui n'ont pas pris le soleil, donc ça va, je vais faire attention à ça. Mais quand même des cicatrices à plusieurs endroits qui se voient quand même. Et pour la lipo, par exemple, en termes de santé, il y a des risques d'hémorragie, de nécrose, d'infection, de thrombose veineuse profonde, d'embolie et d'œdème pulmonaire, d'insuffisance cardiaque, ou tout simplement des réactions à l'anesthésie. Et sans parler des difformités de contour qui peuvent exister aussi souvent pour la liposuction. Aujourd'hui, ça ne fait même pas encore 1 an que je suis opérée, et la chirurgienne, de ce qu'elle a vu, m'a dit qu'il y avait besoin d'une retouche. Bon, j'ai pas trop envie, comment vous dire. Bon là, ce sera une anesthésie locale. Et je vous le dis, des déformités de contour, j'en ai, et même après la retouche, il y en aura, mais ça dépend des peaux. Je suis plus à l'aise dans mes pantalons, ça c'est sûr, je préfère cette morphologie. Alors je ne sais pas si c'est durable, si c'est si durable que ça. De toute façon, une liposuction ne remplace pas une bonne hygiène de vie et un rapport apaisé avec la nourriture. Et si vous décidez de faire de la chirurgie, choisissez bien votre chirurgienne. Ne choisissez pas celui qui est le moins cher. Alors je sais que parfois, selon les avis internet, on est un petit peu perdu. Au final, on sait pas si celui qu'on choisit, il est doué, bon après il a un diplôme, on sait pas comment il peut être le jour J quoi. J'ai bien sûr hésité à faire cette vidéo, à vous parler de ça, et puis je me suis dit qu'il y a quand même 1 femme sur 10 qui a recours à la chirurgie au cours de sa vie, qu'il y en a 20% d'entre elles seulement qui parlent de peur d'être jugées. Donc si on n'en parle pas de peur d'être jugée, si on ne parle pas des complications, si même on n'interroge pas la chirurgie en tant que telle, sur ce qu'elle apporte ou non, est-ce que ce n'est pas non plus un problème ? Je vous le dis, je suis en colère contre cette société qui crée des complexes, qui focalise beaucoup trop sur nos corps. J'ai culpabilisé de passer le cap de la chirurgie. Je me suis sentie idiote de passer par ce type d'opération alors que j'ai un poids totalement dans les standards. J'ai lu Beauté fatale de Mona Chollet. Je sais que je n'ai aucune fierté à avoir du fait d'avoir donné de l'argent à une industrie qui surfe sur les complexes, sur les normes de beauté. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps ? Oui.
Est-ce que ce choix est conditionné par la société? Certainement, mais j'ai envie de dire pas plus que du fait de se maquiller, s'épiler, de porter des robes, des talons, de mettre des crèmes anti-rides. À côté de ça, je m'épile pas les aisselles et je ne porte pas de talons et je ne vais pas aller agresser les femmes en leur disant « Oui, alors toi tu t'épiles encore, tu portes des talons ?» Non, en fait, tu vois. Émettre des critiques sur l'industrie de la chirurgie esthétique, sur la médecine esthétique aussi, qui est en plein boom maintenant et qui est un petit peu banalisée, oui, c'est nécessaire. Maintenant, critiquer les gens qui y ont recours, non. Et même avant de me faire opérer, j'ai toujours détesté le lynchage en mode oui, t'as vu, elle s'est fait tout refaire, maintenant ça y est, elle est en plastique, tu la mets à côté d'un radiateur, elle fond. Ah mais bravo, bravo. Bravo pour cette intelligence d'esprit. Enfin, il faut aussi arrêter de focaliser sur son propre nombril, sur nos représentations de personnes cisgenres, et comprendre que pour une personne trans, eh bien, par exemple, faire appel à la chirurgie esthétique, ça peut aider à apaiser la dysphorie de genre. Alors la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ressentir un réel inconfort, qu'il soit physique ou mental, par rapport à son genre assigné à la naissance. D'ailleurs, petit point là-dessus, mais j'en profite pour faire une petite sensibilisation, ne demandez pas à une personne trans si elle a subi l'opération. Alors déjà, parce que ça ne vous regarde absolument pas ce que la personne est là entre les jambes, et de deux, parce que l'opération, ça veut rien dire, même si je sais à quoi vous pensez, ça veut rien dire, parce que des opérations, il peut y en avoir des tas. Et surtout, il n'y a aucune obligation à passer par une opération. Par exemple, un homme trans, donc c'est une personne qui a été assignée femme à la naissance et qui se définit comme homme, peut faire une mammectomie, donc ablation des seins, et par exemple ne jamais faire de phalloplastie, construction du pénis. Une femme trans au contraire, donc qui a été assignée homme à la naissance mais qui se définit comme femme, peut faire une rhinoplastie et ne jamais faire de vaginoplastie. Donc la vaginoplastie, c'est la construction du vagin. Et il y a aussi d'autres opérations possibles que je ne vais pas lister, que ce soit la pomme d'Adam, enfin il y a plein de choses qui sont possibles. Donc la chirurgie peut aussi être très très positive et apporter énormément de joie, d'apaisement, de soulagement pour certaines personnes. On n'est pas obligé de se transformer en momie géante, botoxée de tous les côtés, non. On peut aussi savoir s'arrêter, c'est pas comme les tatouages. Les tatouages, on sait jamais s'arrêter. Mais la chirurgie, je pense qu'on peut. De toute façon, rappelons-nous que quoi qu'on fasse, on est critiqué. Si on ne change rien au fil des années, on est critiqué sur notre âge, sur notre physique, sur la façon dont on se laisse aller, en soi-disant. Si on change quelque chose, et ça y est, on est critiqué, on est fait de plastique. Faites les choses pour vous, en connaissance de cause, n'attendez l'approbation de personne et surtout, tous les corps ont le droit au respect. Et on touche à la fin de cette vidéo. Alors, quel que soit l'avis que vous aviez sur la chirurgie esthétique, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je ne sais pas trop quel était le but de cette vidéo, un peu de sensibilisation, de montrer que ça se passe pas forcément toujours comme prévu, et en même temps de rompre un peu ce mythe autour de la chirurgie, comme quoi si on y a recours, ça y est, on fait partie des gens qui sont tout à fait fake et qui n'ont plus rien à offrir de vrai dans ce monde. Un peu de tout ça à la fois, en fait. Et ça ne s'inscrivait pas du tout dans ce que j'avais l'habitude de faire dans mes vidéos de devenir végane. Mais est-ce que la chirurgie, d'ailleurs, est végane? La réponse est non. La réponse est non, avec les cachets, tout ça, enfin tout le milieu médical, de toute façon, il y a des tests sur les animaux, il peut y avoir des produits d'origine animale. Mais ça, retenez bien une chose, quand on est végane, on n'est pas parfait, en fait on fait au mieux dans ce monde. On essaye de se passer autant que nécessaire des produits d'origine animale, d'éviter l'exploitation animale. Mais quand ça touche à un complexe, quand ça touche ou alors une maladie, enfin le domaine médical, en règle générale, on n'a pas vraiment le choix, j'ai envie de dire. Il me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à liker, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.